Chers auditeurs, bonjour, un grand merci pour votre fidélité à notre radio et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Je souhaiterais commencer cette émission non pas par une citation mais par un mot grec, le mot skolé. Skolé a donné le mot école. Skolé pour la Grèce antique désignait le temps disponible, les loisirs, le temps qui permettait à l'homme de la cité de ne plus être absorbé par les travaux serviles. Il s'agissait donc du temps de la culture. L'école vient donc de la Grèce et sa mise en place en France a été progressive et lente. Mais à quand remonte l'apparition des écoles en France? Nous savons tous que l'école laïque date de Jules Ferry et donc de la fin du 19e siècle, mais quid de l'obligation scolaire, et de l'obligation d'enseigner? L'école, d'ailleurs, était-elle réservée à une élite? L'école était-elle payante? Et qui étaient ses maîtres? Autant de questions auxquelles nous allons avoir le bonheur de répondre aujourd'hui. Mais avant de commencer, un rappel nécessaire, indispensable. Vous le savez, afin de se développer, Storia Voce a besoin de votre soutien. Pour ce faire, nous avons créé une association à but non lucratif. N'hésitez pas à nous soutenir en donnant 20, 10 ou bien même 5 petits euros via PayPal ou par virement bancaire. Cela ne vous prendra que quelques clics. Rendez-vous dans la rubrique Soutenez-nous sur la page d'accueil ou en bas de la page de cette émission. Notre association compte sur vous. Virginie Subias-Konofal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes doctoresse lettres, agrégée de lettres classiques. Vous avez enseigné en classe préparatoire, mais aussi dans le secondaire. Et vous êtes l'auteur d'un petit livre que je qualifierais de salubre, d'une très grande richesse historique, Histoire incorrecte de l'école de l'Ancien Régime, a aujourd'hui paru aux éditions du Rocher. Alors Virginie Subias-Konofal, vous êtes la première femme de lettres que j'invite au micro de Storia Voce. J'en suis très heureux, d'abord pour la langue. Beaucoup d'historiens que j'ai reçus à ce micro écrivent bien, même très très bien, mais la première réflexion que je me suis faite en plongeant dans votre ouvrage est le plaisir que l'on a de lire l'histoire écrite par un professeur de lettres. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage? Pourquoi avez-vous voulu prendre les habits de l'historien? Alors, ce qui m'a intéressée au départ, c'était la figure du maître. Je forme des étudiants qui se destinent à l'enseignement, qui se destinent au beau métier d'instituteur, donc dans le cadre de l'Institut libre de formation des maîtres. Et donc j'ai été confrontée à ces jeunes gens qui veulent consacrer leur vie à l'éducation, qui veulent consacrer leur vie à la transmission du savoir aux enfants. Et dans le cadre de mon enseignement, donc de culture générale, nous abordions les grandes questions éducatives. J'essayais de tracer un panorama de l'évolution des doctrines pédagogiques, des pratiques. Et je me suis rendu compte que les étudiants avaient une vision un petit peu, très partielle et un petit peu romantique de la figure du maître. Que pour eux, le maître, c'était le hussard noir de la République, c'était celui qu'on retrouvait dans les textes de Pagnol, dans les textes du Grand Maulne ou autres, et que c'était leur horizon historique, qu'ils ne connaissaient pas tout ce qu'il y avait auparavant, et que dans leur copie, on retrouvait cette espèce d'impasse, puisqu'ils passaient leur temps à comparer l'école d'aujourd'hui, dont ils pensaient le plus grand mal en général, et l'école d'avant. La Troisième République. Qui était l'école de la Troisième République. En fait, pour eux, l'école d'avant, c'était l'école républicaine, c'était l'école de la fin du 19e siècle, mais non pas telle qu'elle était en réalité, mais telle qu'ils la voyaient à travers le prisme de la littérature, des films. Et donc moi, je leur demandais de préciser ce que recouvrait dans leur esprit le avant, puisque, comme vous l'avez dit, je suis antiquisante, donc j'ai une vision de l'histoire un peu plus longue que la plupart des gens. Donc pour moi, le 17e, c'était hier, et quand on me parle des temps anciens, ça remonte assez loin. Donc j'ai essayé de leur donner au départ une ouverture historique.
Donc je leur ai confié une bibliographie assez fournie et en fait je me suis rendu compte que cette bibliographie, les étudiants n'arrivaient pas à l'assimiler parce qu'il leur manquait trop de connaissances historiques pour que ces ouvrages spécialisés souvent soient vraiment accessibles pour eux. Donc on a eu l'idée de faire un petit manuel, un petit précis. Je me suis dit je vais leur proposer très rapidement de brosser l'histoire de l'école dans le temps en essayant de mettre l'accent sur les moments qui me paraissaient vraiment essentiels. Donc je suis partie sur un petit manuel et puis lorsque je le rédigeais, on m'a fait comprendre que peut-être ce panorama historique pourrait intéresser un plus large public et on en a fait un livre. Alors, vous le disiez, vous êtes antiquisante. L'Antiquité, la littérature antique n'a pas de secret pour vous. Et ce n'est pas un hasard si vous commencez par Platon. Alors, vous allez me dire Platon est philosophe, mais on ne peut comprendre l'Antiquité sans ce personnage. Pourquoi Platon ? Parce que il a élaboré une sorte de modèle sociétal, donc dans la République et dans les lois, et il a mis en avant la question éducative. On se rend compte que pour faire une société, cette société est constituée d'individus et que pour faire cette société, il faut d'abord former les individus. Donc il a proposé une refonte de l'éducation. Donc nous connaissons assez bien l'éducation telle qu'elle était pratiquée dans la réalité, mais à travers les œuvres de Platon, on a une vision idéale de ce que doit être l'éducation et on voit ce qui, pour ce philosophe, est le plus important dans l'éducation. Donc on voit la recherche de l'harmonie entre le corps, l'esprit, l'âme. On voit la mise en avant de la musique, par exemple, dans ses principes éducatifs. Et c'est toute une définition de l'homme qui passe par l'éducation. Donc il y a une vraie pensée, une vraie anthropologie derrière. Et c'est toujours intéressant de se demander ce que l'on cherche quand on éduque quelqu'un, ce que l'on vise. Et ce que l'on vise, c'est à la fois la réalisation d'un homme et à la fois l'élaboration d'une société. Et ça, on le trouve chez Platon. On trouve à la fois une réflexion sur ce que l'homme doit devenir, sur ce qu'est un homme avec un grand H, et puis on a une réflexion aussi sur l'homme dans ses relations avec les autres, sur l'homme face à autrui, donc sur l'homme social. Alors votre livre est divisé en 3 parties. Une première partie sur la structuration de l'institution scolaire en France, une deuxième partie sur le recrutement et la formation des enseignements, et enfin une réflexion sur le contenu des enseignements, on va dire du début, enfin de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que pour commencer par le commencement, est-ce qu'en Gaule romaine, il y avait non pas un système, parce que le mot est très contemporain et ça serait un anachronisme, mais un univers scolaire? Alors, il existe des structures. La différence entre le monde romain justement et le monde grec, c'est que le monde romain fonctionne sur un système structural. Donc le monde grec est un monde fractionné, décentralisé, où l'individu a vraiment toute sa place, où la liberté est très grande, alors que dans le monde romain, on va essayer de rationaliser les choses. Les Romains sont très pragmatiques, donc ils structurent. Donc quand la Gaule va s'aligner sur le système romain, la Gaule va effectivement développer un système structural avec un réseau d'écoles. Mais jamais l'État n'est partie prenante dans ce système. Le système n'est pas structuré à une grande échelle. À chaque fois, nous avons de petites structures, de petites entités qui sont toujours locales et qui sont toujours vraiment sous l'égide d'un maître, sous l'égide d'une personnalité qui va imprimer sa marque à ce qui s'y fait. Comment, alors il y a la chute de l'Empire romain, il y a les invasions barbares, etc. Comment on passe de la romanité au bas Moyen-Âge? C'est l'Église qui fait la transition. C'est l'Église qui va rester la structure unitaire dans un monde qui va être chaotique, qui va être là aussi encore décentralisé. L'Église a une vision plus uniformisante. Donc elle va permettre une communication entre les écoles et puis elle va servir de pilier pour la reconstruction d'une société, d'une communauté, selon des critères qui vont être plus uniformisés. On sait ce qu'on apprend à l'époque ? On sait ce qu'on apprend, on a quand même des textes qui donnent des directives
sur ce que doit être la formation. Alors c'est quand même assez récent. Il faut quand même attendre principalement le 8e, 9e siècle pour avoir vraiment des informations très précises sur le contenu des enseignements. Donc je crois que vous avez consacré une émission à Alcuin, et c'est une figure centrale dans cette transmission, puisque c'est grâce à l'œuvre d'Alcuin justement qu'on va avoir une connaissance bien plus précise de ce qu'on doit transmettre aux enfants, de ce que l'on considère comme étant le socle de connaissances que l'enfant doit acquérir pour devenir un homme. Alors il y a une perception des matières enseignées. Est-ce qu'il faut opposer ce qu'on appellerait les arts manuels à ce monde intellectuel? Oui, il y a une fracture quand même entre les arts libéraux, les arts qui vont permettre à l'homme d'être libre, donc de dominer ses passions, de dominer sa nature. Les arts libéraux, c'est le sens de les arts libéraux, c'est permettre à un homme d'être libre. Oui, ce sont les techniques mentales en fait, les connaissances, les savoir-faire, les compétences qui permettent à l'homme d'acquérir la liberté. C'est ce que la Renaissance va très bien reprendre quand Erasme va dire on ne naît pas homme, on le devient. Comment le devient-on? On le devient par ces arts libéraux qui développent notre humanité, qui nous apprennent le maniement de la liberté, qui est quelque chose d'extrêmement dur à assumer, dur à vivre. Et à côté de ces arts libéraux, donc qui vont permettre à l'homme d'être pleinement homme, il y a les arts manuels, mais qui ne sont pas dévalorisés, qui sont mis au service eux aussi d'une plus grande humanité. Alors j'ai découvert dans votre livre que le concile de Latran, je pense qu'il s'agit du premier concile de 1179, établit une sorte de bénéfice. Alors le système bénéficial, au fond, c'était une charge, un office religieux, et dans cet office, il y avait une fonction scolaire. Alors c'est bien plus ancien, parce que dès le concile de Vaison, on a cette obligation qui est faite aux religieux d'enseigner dès le 6e, 7e siècle. C'est réaffirmé de façon permanente à chaque siècle. On demande aux clercs de former la jeunesse et d'assumer une charge d'enseignement en plus de leur fonction liturgique. Et donc en soi c'est une école religieuse. Oui. Quand est-ce qu'apparaissent les écoles municipales? Alors on en a à la fin du Moyen-Âge, des écoles municipales, et elles vont vraiment se développer en taille et en nombre à la Renaissance, quand les municipalités vont essayer de s'affranchir de la tutelle de l'Église pour former des citoyens qui puissent être vraiment acteurs civils dans la société. Mais dès le Moyen-Âge, on a déjà des municipalités qui vont entrer un peu en concurrence avec le système ecclésial, avec l'Église, pour former leur jeunesse. Les scolarités vivent un peu au rythme des drames de l'histoire, que ce soit les pestes, les épidémies, mais aussi la guerre. Il y a des éclipses? Il y a des éclipses régulièrement. En fait, aujourd'hui en France, on voit l'école comme une espèce de structure dépersonnalisée. On oublie toujours que pour qu'il y ait une école, il faut qu'il y ait un maître vivant, cultivé, devant les élèves. Et en fait, les éclipses vont être liées à la disparition des maîtres. Donc quand une épidémie, quand une guerre, quand une réforme parfois, on l'aura au moment de la Révolution par exemple, quand on va interdire les congrégations, quand une décision politique ou un soubresaut historique supprime physiquement les maîtres, on a des éclipses dans le système. Alors vous partez sur la Révolution, mais moi je tiens à rester d'abord et avant tout sur les périodes, enfin sur la période du 14e, 15e, 16e siècle. Vous citez Rabelais. Rabelais présente le système éducatif et l'objectif du système éducatif. Alors oui, Rabelais présente le système éducatif, mais de façon quand même très utopique. Quand on regarde son œuvre, on reste un petit peu rêveur, parce que il y a une sorte d'attirance au XVIe siècle pour une culture totale.
Il y a cette idée que l'humain, pour être pleinement homme, devrait tout savoir. Et quand on voit la formation que Gargantua doit recevoir, on est admiratif parce qu'il doit maîtriser l'hébreu, le grec, le latin, les langues vivantes, maîtriser l'astronomie et en même temps être pieux. On se rend compte que ce qui est visé par cette éducation, c'est une formation totale de la personne humaine et que la culture, les savoirs font partie de cette formation de la personne humaine. Mais il y a cette belle phrase que tout le monde connaît, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il y a cette idée que la science doit quand même être contrôlée par quelque chose qui la domine et qui est cette conscience que Rabelais appuie quand même. Rabelais est témoin, donc il l'appuie sur alors on l'oublie quand on voit le caractère très licencieux de son œuvre et très provocateur, mais cette science doit être inféodée à des valeurs plus hautes, qui sont quand même des valeurs religieuses. Donc il y a une formation de l'âme, de l'intelligence. La culture est centrale au XVIe siècle. Ils reprennent la métaphore qu'on trouve dans les Tusculanes de Cicéron. Donc c'est Cicéron qui invente cette idée de culture, puisqu'il reprend la métaphore agricole du champ qui doit être ensemencé, qui doit être travaillé, et pour pouvoir porter des fruits, pour être fécond. Et la nature humaine est ce champ qui doit être sans cesse ensemencé. Donc ce qui est particulier dans la culture du XVIe siècle, dans l'image scolaire qu'on se fait au XVIe siècle de ce qu'est la formation d'un humain, c'est que c'est un processus qui dure toute la vie. On ne le confine pas à l'enfance, on le commence très tôt, mais l'homme doit se former tout au long de sa vie pour entretenir ce processus culturel. Je reviens sur les écoles municipales. Enseignement religieux, est-ce que les écoles municipales se distinguaient? On a une vision très hiérarchique au fond des choses, d'un côté l'Église, de l'autre côté le monde laïque ou le monde temporel. Les choses sont plus compliquées que cela à l'époque, à la fin de l'époque médiévale et au début de l'époque moderne. Alors c'est très mêlé parce que le monde civil n'est pas un monde religieux ou anti-religieux. Donc on trouve les mêmes enseignements dans les écoles municipales et dans les écoles religieuses. Et on trouve souvent les mêmes maîtres. De toute façon, puisque les clercs sont souvent des religieux ou ils ont été formés par des religieux. L'école municipale s'oppose à l'école ecclésiastique en tant que structure, mais pas dans son esprit. Il n'y a pas de rivalité, il n'y aurait pas un enseignement qui se distinguerait de l'enseignement dispensé dans les écoles religieuses. L'enseignement est le même, les objectifs humains sont les mêmes, ce sont des chrétiens de toute façon, même dans les écoles municipales. Donc il n'y a pas d'affrontement sur ce plan-là, c'est juste ils veulent juste être plus libres face à la hiérarchie ecclésiastique qui veut contrôler les écoles, et donc ils affirment leur liberté. Quand est-ce qu'apparaissent les ordres enseignants? À la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Donc principalement fin 15e siècle et au début 16e siècle, on va avoir une efflorescence des congrégations enseignantes, tant masculines que féminines. On va considérer que les femmes doivent enseigner aux femmes et on va avoir vraiment à ce moment-là une poussée des congrégations enseignantes, donc qui sont très majoritairement fondées dans la première moitié du XVIe siècle. On en a vraiment beaucoup à ce moment-là. Est-ce que c'est un enseignement qui, pour faire écho précisément à Ferry, est un enseignement qui serait obligatoire, qui serait gratuit? Alors c'est un enseignement qui n'est pas obligatoire. Ce qui est tout à fait particulier, c'est que ce qui s'est mis en place, c'est l'obligation de l'offre scolaire. On a obligé les religieux, les structures religieuses, donc les monastères, les paroisses, à ouvrir des écoles. Quand on voit aujourd'hui la désertification scolaire, la difficulté qu'ont les écoles de village, par exemple, à subsister, on est tout à fait admiratif devant ces époques qui considéraient qu'à partir de 5 maisons, on devait ouvrir une école. Et donc l'offre scolaire est obligatoire, mais il n'y a pas de mesures coercitives mises en place auprès des parents. Donc les parents ne sont pas obligés d'envoyer les enfants à l'école. C'est une proposition qui leur est faite. Par contre, les clercs sont obligés de tenir école. Ces écoles sont gratuites, très largement. Et c'est une vraie gratuité, puisqu'on ne demande pas de contribution obligatoire aux parents. On part du principe que ceux qui peuvent payer doivent payer. Donc la gratuité est proportionnée aux revenus des parents. Et tous les parents qui sont considérés comme indigents ou pauvres voient l'enseignement gratuit. Ce qui m'a marqué à la lecture de votre ouvrage, c'est le fait que à l'époque moderne, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, dans les ordres enseignants, il pouvait y avoir différentes conceptions
pédagogiques, différentes conceptions, la façon d'enseigner? Ah, bien sûr, il n'y a aucune uniformité dans les congrégations, comme dans les écoles municipales. Il y a une liberté totale qui est laissée aux enseignants, liberté de programme, liberté de support, liberté pédagogique. Ça, on l'a vraiment perdu. Il y a cette idée que l'enseignement est une relation interpersonnelle entre les maîtres et les enfants, et que chacun doit utiliser les méthodes qu'il considère comme efficaces. Et alors, ce que les congrégations vont apporter, c'est une uniformisation de leur pratique pédagogique au sein de leur congrégation. Donc les jésuites vont avoir une pratique uniformisée pour toutes leurs écoles. On aura la même chose chez les frères des écoles chrétiennes ou dans les écoles de la congrégation fondée par Démia au XVIIe siècle. Mais entre congrégations, il peut y avoir des collaborations, des échanges, mais il n'y a aucune autorité suprême qui serait là pour édicter la vérité, les bonnes pratiques, pour donner des conseils, pour donner des orientations, des directives, comme on dit aujourd'hui dans l'éducation nationale. Donc le maître mot, c'est bien la liberté. Le maître mot, c'est la liberté parce qu'on fait confiance aux gens, on considère que les gens ont un savoir-faire, et puis finalement, on les évalue sur leur performance. À partir du moment où les parents sont libres de mettre leurs enfants dans l'école de leur choix, les parents, qui sont des gens en général de bon sens et bienveillants envers leurs enfants, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, donc les parents confient leurs enfants à des éducateurs qui réalisent leurs objectifs. D'ailleurs, ce qui est tout à fait amusant, c'est de voir que très longtemps, les enseignants n'ont absolument pas été rémunérés de manière stable, comme on l'est aujourd'hui. Nous sommes payés de façon mensuelle, de façon forfaitaire. Pendant très longtemps, les enseignants ont été rémunérés à la tâche. On leur demandait d'apprendre à lire à l'enfant, ils étaient payés quand l'enfant savait lire. Donc il y avait une obligation de résultat. On demandait au maître de réussir. S'il ne réussissait pas, il n'était pas payé. Et on a la même chose pour les congrégations enseignantes. On voit que celles qui ont développé les pédagogies les plus innovantes ou les plus performantes ont eu du succès. Ça a été le cas des jésuites, par exemple. Le succès des jésuites vient du fait que ça fonctionnait et que les parents étaient satisfaits de l'enseignement reçu par les enfants. Donc, ils confiaient leurs enfants à ces collèges, puisque la liberté était totale, et ces collèges prospéraient. Le XVIIe siècle, c'est le siècle d'or de l'enseignement sous l'Ancien Régime? Je pense que c'est un siècle au cours duquel on s'est posé les bonnes questions, et c'est le siècle au cours duquel le législateur a commencé à vraiment s'intéresser à la question scolaire. Donc, ce qui est central, c'est qu'au XVIIe siècle apparaît la notion d'obligation scolaire avec l'ordonnance de Louis XIV. Donc, on est à la toute fin du XVIIe siècle, mais pour une fois, l'État entre dans le jeu scolaire et donne des directives. Donc ça va être cette fameuse loi d'obligation scolaire qui va obliger les parents à envoyer les enfants à l'école jusqu'à 14 ans. Alors ce ne sera pas toujours suivi d'effet puisque il n'y a pas d'allocation familiale, pas de moyen de contrôler finalement que les parents obéissent bien aux directives et envoient effectivement leurs enfants à l'école. On connaît tous les motifs pour lesquels les parents pouvaient ne pas envoyer leurs enfants à l'école, dans les milieux ruraux par exemple, quand les bras étaient nécessaires pour les moissons, pour les vendanges. Mais au XVIIe siècle, on voit l'apparition des premiers manuels. On commence à vraiment s'intéresser à la pédagogie et à publier des manuels pour essayer de diffuser les pratiques pédagogiques. On voit les congrégations qui sont encore florissantes. On voit les écoles parsemer l'Europe. Et on voit l'État commencer à considérer que l'école fait partie de ses devoirs vis-à-vis du peuple. Alors nous avons enregistré une émission avec notre partenaire Codex, anciennement Histoire du christianisme magazine, sur les femmes et le christianisme. Et alors nous n'avons pas évoqué l'école. En revanche, nous avons évoqué la culture des femmes, qui est beaucoup plus importante qu'on ne le dit. Qu'en est-il de l'enseignement féminin? Alors, il a toujours été développé. Des écoles de filles, donc. Il y avait des écoles de filles. Oui. Les écoles étaient mixtes. Les écoles primaires, que ce soit les écoles municipales ou les écoles religieuses, étaient généralement mixtes parce que comme on ouvrait des écoles dans des toutes petites localités, on n'allait pas évidemment séparer. On ne pouvait pas séparer les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons quand l'école regroupait une dizaine ou une quinzaine de maisons. Donc l'enseignement était mixte dans la plupart des structures. Il commençait à se dissocier dans ce qui correspond à notre enseignement secondaire. Donc quand les jeunes gens entrent dans l'adolescence. Et dans l'Antiquité, il y avait cette vision aussi que le rôle culturel de la femme est central en ce qu'elle est la première éducatrice des enfants.
Ça, c'est pas un acquis du féminisme. Aujourd'hui, justement, le féminisme sépare la mère de ses enfants et trouve que le rôle du père doit être valorisé. Mais dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on avait ce bon sens d'observer que dans la petite enfance, c'est surtout la femme qui est en contact avec l'enfant et que la culture de la mère, la formation intellectuelle de la mère était décisive dans l'éducation qu'elle donnait à ses enfants et particulièrement à ses fils. Et donc, on y prêtait attention. On considérait que la femme devait être éduquée pour pouvoir elle-même être une bonne formatrice, une bonne éducatrice pour ses enfants. Dans ces écoles gratuites, qu'apprend-on exactement? Nous évoquions tout à l'heure les arts libéraux. Quel est le corpus d'un enseignant classique du XVIIe siècle? Alors là, on se rend compte qu'il n'y a pas de consensus sur le contenu des enseignements. Alors évidemment, il y a des matières fondamentales. On apprend à lire, on apprend vous soulignez, à compter. Je me permets de mettre entre parenthèses, vous soulignez les débats parce qu'il y a de nombreux débats qui sont des débats entre historiens de façon très classique sur, j'allais dire, le vrai du faux, sur les recherches, etc. Oui, on se rend compte qu'il y a que les disciplines n'ont pas toutes la même aura, la même valeur, mais que les débats sont très vifs parce que la question c'est toujours de savoir pourquoi on éduque un enfant, vers quoi on veut l'emmener. Donc on va se poser la question du contenu des enseignements et cette question ne va pas être tranchée. Il faudra vraiment attendre le 19e siècle pour qu'on forme des programmes qui soient des programmes normatifs. Auparavant, on laisse les écoles libres. Alors, il faut bien se rendre compte que certaines méthodes pédagogiques donnent des résultats plus ou moins performants. Par exemple, pour apprendre à lire, on met plus de temps qu'aujourd'hui. On laisse vraiment à l'enfant du temps. Donc, on commence souvent vers 5 ans, l'apprentissage de la lecture, mais on considère qu'il faut 2 ou 3 ans pour apprendre à lire. Dans l'Antiquité, on mettait aussi souvent 2 ou 3 ans à apprendre à lire. Donc, on va plus lentement qu'aujourd'hui. Voilà, les enseignements fondamentaux restent l'enseignement de la grammaire, donc l'enseignement de la langue, l'enseignement des mathématiques. La discipline qui fera peut-être le plus débat, c'est l'enseignement de l'histoire. On se rend compte que même dans les écoles normales du 19e siècle, on n'enseigne pas systématiquement l'histoire, que parfois elle est intégrée, parfois elle est sortie. C'est une discipline qui a toujours été problématique. Mais on a aussi une vision plus large des disciplines. Par exemple, en mathématiques, on agrège souvent l'apprentissage de l'astronomie aux mathématiques. Aujourd'hui, on en fait très peu, en fait. Enfin, en primaire, on met ça avec les sciences physiques. Donc, on se rend compte qu'on n'a pas la même définition que la définition moderne des disciplines, que les choses sont plus mêlées, mais on a toujours un corpus assez précis. Le problème, c'est de savoir jusqu'où on doit aller au niveau de la spécialisation et de la technicité des enseignements. On a souvent, de nombreuses voix se sont élevées contre une trop grande technicité, contre une trop grande spécialisation des enseignements. On considère qu'on doit donner une culture générale qui doit permettre à l'homme de comprendre le monde qui l'entoure, mais qu'on ne doit pas forcément trop entrer dans le détail, parce qu'on ne veut pas faire des pédants, des savants qui soient justement déconnectés du réel, qui ne vivent que dans les livres, qu'on a besoin de gens actifs dans la société. Donc l'enseignement va être parfois assez limité dans son contenu pour donner simplement aux enfants les armes dont ils ont besoin pour devenir des hommes, sans en faire des spécialistes. On sanctionnait l'apprentissage par des examens, ce qui serait l'équivalent de notre baccalauréat ou du brevet des collèges? Non, et ça me paraît une très bonne idée. À partir du moment où l'enseignement n'est pas centralisé et n'est pas normé, il n'y a pas non plus d'examen national. Là encore, on laisse les maîtres décider. On laisse les maîtres seuls juges de ce qu'un enfant doit savoir et du moment où il a atteint le niveau qu'ils espéraient pour lui. Vous aimez beaucoup Jean-Baptiste de La Salle? Oui, alors je trouve que c'est une personnalité à la fois très attachante et qui a eu beaucoup de bonnes idées. Donc nous sommes au XVIIe. On est au XVIIe siècle. Alors mais j'aime beaucoup Démia aussi. Oui. Peut-être plus encore que Saint Jean-Baptiste de La Salle. Je trouve que ce sont des hommes qui se sont posés de bonnes questions et qui ont été confrontés à des résistances à la fois humaines et structurelles, alors qu'ils avaient vraiment une vision à la fois exigeante et très humaine de l'éducation. Il y a vraiment une prise en compte de chaque personne
L'enfant n'est pas broyé dans un système, ce n'est pas un simple élève, ce n'est pas un numéro dans une structure, c'est un individu et tout est tourné vers l'individu. Alors, passons au XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières. Qu'apportent les Lumières et la raison à l'enseignement? Mais étonnamment, pas grand-chose, en fait. Aujourd'hui, on a souvent l'impression qu'il y a une sorte de continuité, que les hommes des Lumières vont être ceux qui vont justement apporter la lumière à une espèce de néant obscurantiste, et que il y aura un bond qui va être fait du XVIIIe siècle jusqu'à l'époque de Jules Ferry, et que ces hommes sont qu'il y a une continuité entre les Lumières et Jules Ferry. Or, ce qu'on peut observer dans l'histoire de l'école, c'est que le XVIIIe siècle est plutôt un siècle de régression. Le grand siècle de progression, c'est le XVIIe siècle, et le XVIIIe siècle va marquer un frein dans la progression scolaire, entre autres parce qu'on va quand même éliminer physiquement les maîtres. Et ça va être le vrai problème. Les deux problèmes de la Révolution, c'est le fait qu'ils ne réussiront pas à trouver un consensus idéologique sur l'enseignement. Donc il y a beaucoup de spéculation sous la Révolution, mais peu d'action. Voilà, beaucoup de spéculation et de spéculation contradictoires. Donc peu de lois sont votées. Les lois restent souvent à l'état de débat. Donc on va proposer, il y aura beaucoup de projets de loi. Ces projets de loi sont contradictoires et ils sont rarement votés. De toute façon, ils n'ont pas les crédits, ils n'ont pas les moyens pour mettre en œuvre les politiques qu'ils ambitionnent, parce qu'elles sont souvent très exigeantes et un peu idéalistes. Et puis on voit que les lois qui sont votées sont généralement abrogées dès l'année suivante par un autre projet qui prend le contre-pied. Par exemple, sur l'obligation scolaire, on va avoir un jeu de va-et-vient constant. Il y aura la loi d'ONU. Les lois vont à la fois affirmer l'obligation scolaire, puis revenir en arrière 8 mois, 10 mois, 12 mois après. Et le bilan finalement de la Révolution est très maigre, parce que au niveau législatif, ils n'aboutissent quasiment à rien à cause des contradictions internes au sein des commissions, et sur le plan concret, ils ne réaliseront rien parce qu'ils vont éliminer donc physiquement les maîtres en supprimant les congrégations enseignantes. Or, ils n'ont absolument pas le temps de former de nouveaux maîtres, et puis ils n'ont plus les moyens financiers de mettre en œuvre leur politique. Or, comme ils veulent centraliser l'école, il faut que ce soit l'État qui prenne le relais des collectivités locales et des structures religieuses. Et là, ils n'ont pas les fonds pour que l'État prenne le relais. Au même titre que la Révolution invente la guerre idéologique, est-ce que la Révolution française invente l'enseignement idéologique? En tout cas, elle invente la mainmise de l'État sur l'enseignement. Cette idée que l'école n'est plus un service qu'un maître rend à un individu en face de lui, à un élève, mais que l'école est une structure idéologique qui sert à reconfigurer la société. Donc l'État va prendre idéologiquement la main sur le processus de formation intellectuelle par l'école, et l'école va devenir un outil social, un outil de formation d'une communauté, de formation d'une société. Donc on va passer de l'enfant qui se forme pour devenir un homme et pour devenir libre, à l'enfant qui se forme pour devenir un citoyen et être au service de sa société. Nous n'avons pas parlé, je voudrais ouvrir une parenthèse, sur l'époque moderne. Est-ce qu'on a une idée des effectifs aujourd'hui? Oui, est-ce que aujourd'hui nous avons une idée des effectifs scolaires qu'il y avait à l'époque moderne, au XVIe, XVIIe siècle? Alors on a des recensements, on a une vision assez précise, parce qu'on a une comptabilité. Les écoles, on sait combien de collèges on avait, on sait combien d'élèves étaient scolarisés dans ces collèges. Donc on a une vision assez précise quand même de la configuration scolaire. Et les hommes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle ont justement essayé de comparer la situation du 18e siècle à leur situation, justement pour mettre en avant pour essayer d'évaluer l'impact des lois Ferry sur la scolarisation. Et on s'est rendu compte que finalement on avait quand même un très fort pourcentage d'enfants qui étaient scolarisés, alors plutôt de garçons, mais qui étaient scolarisés au XVIIe et au XVIIIe siècle, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Souvent les gens pensent qu'on a des taux d'alphabétisation et de scolarisation de 5-10%, alors qu'ils sont plus importants. Ouais. Alors qu'ils sont beaucoup plus importants. À la veille de la Révolution, on a des taux d'alphabétisation qui sont comparables à ceux de la fin du 19e siècle. Et vous séparez la France du Nord et la France du Sud? Oui, il y a des disparités régionales très grandes.
Alors on peut pas généraliser France du Nord, France du Sud, mais il y a effectivement des zones qui sont beaucoup plus alphabétisées, beaucoup plus scolarisées que d'autres. Dans le Sud, il y a des pôles de scolarisation très forts dans les anciennes régions protestantes, parce que dans ces lieux-là, par exemple, l'Église comme l'État a investi pour lutter contre la réforme et à miser sur l'école pour lutter contre la réforme. Donc les disparités régionales sont très grandes, les mentalités sont disparates. On a par exemple des taux de scolarisation. En Allemagne, la situation est très différente. L'Allemagne a été très innovante au niveau scolaire. Donc les zones frontalières, donc l'Alsace, la Lorraine, sont des zones très scolarisées et de façon très précoce, sous l'influence de ce qui se fait en Allemagne, par exemple. Alors vous avez un point commun avec Emmanuel Todd, c'est que vous estimez que Guizot est plus important que Jules Ferry. Je pense que la vraie révolution scolaire en France a été lancée par Guizot, effectivement, au début du 19e siècle. Qu'est-ce qui caractérise cette révolution? Ce que vous appelez un miracle. Oui, une action positive de l'État sur l'école. Donc une régulation des pratiques pédagogiques, et puis ce qui a été la marque vraiment du ministère Guizot, ça a été l'investissement financier dans la formation des maîtres. Donc on sortait de la Révolution, il y avait très peu de maîtres capables d'enseigner. Il a vraiment misé sur la formation des enseignants et il a lancé, il n'a pas inauguré ce n'est pas lui qui est à l'origine de la création des écoles normales, elles sont antérieures. Et puis là encore, nous avons repris un modèle germanique, mais il a vraiment donné une impulsion absolument décisive aux écoles normales et il a fait une grande tournée d'inspection aussi. Et ça, je pense que ça a été tout à fait salutaire. Il a envoyé des inspecteurs voir ce qui se faisait dans les écoles, dans les villes, dans les collèges, pour essayer de connaître la situation concrète sur le terrain, de manière à pouvoir prendre des décisions en ayant vraiment les informations essentielles en main. Donc, à l'opposé d'une démarche idéologique. À l'opposé d'une démarche idéologique. Ils sont partis du réel en se disant, voilà, nous allons voir dans les écoles comment ça se passe et en faisant ce bilan, nous allons pouvoir essayer de dégager des grandes lignes de force qui vont nous permettre d'agir. Donc, quelle est la situation au niveau de l'hygiène, par exemple, dans les écoles? Comment les écoles sont-elles financées? Quelles sont les pratiques pédagogiques qui sont mises en œuvre? Quelles sont celles qui marchent? Quelles sont celles dont les parents sont satisfaits? Quelles sont celles dont on considère qu'elles ne marchent pas? Donc, ils vont essayer de vraiment aller regarder le réel et puis de dégager, d'évacuer les problèmes et de prendre tout ce qui fonctionne pour le généraliser. Donc, une école publique gratuite obligatoire, il ne manquait plus que l'adjectif laïque et il apparaîtra à la fin du 19e siècle. Mais on peut dire que avant Ferry, il existait bien une école publique, obligatoire et gratuite. Oui, l'école est publique depuis très longtemps, puisqu'on a vu dès la fin du Moyen-Âge, on a des écoles municipales qui sont donc un système public. On voit que au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le système public est encore minoritaire, mais il est très très représenté quand on regarde la population d'enfants scolarisés, donc les pourcentages d'enfants qui sont scolarisés dans des écoles publiques ou dans des écoles congréganistes. En fait, le système public tient simplement au mode de financement des écoles, est considéré comme école publique une école qui n'est pas financée par l'Église, et est considérée comme école privée, comme école religieuse, une école dont le financement relève d'une congrégation ou de l'Église. Mais en réalité, on se rend compte que dans la plupart des écoles publiques, ce sont des religieux qui enseignent. Il y a une perméabilité complète du système entre l'école privée et l'école publique. L'école est obligatoire, l'offre scolaire est obligatoire depuis Louis XIV, l'école est obligatoire pour les enfants en partie depuis la Révolution et puis après depuis le 19e siècle. L'école est gratuite depuis quasiment sa création en France. Une partie de l'école est gratuite et il ne restait effectivement que la laïcité à mettre en place au 19e siècle. Alors, venons-en donc au recrutement et à la formation des enseignants. Nous en avons en partie parlé. Vous soulignez l'insondable diversité, ce sont vos mots, des situations, mais il apparaît malgré tout que, au fond, la charge de professeur est précaire. Alors c'est un métier extrêmement précaire. Il n'y a aucun examen pendant une très très longue période.
aucun examen réel qui permette d'évaluer le niveau de connaissance des enseignants. On va les soumettre à des accréditations, à des validations. Donc ces validations sont faites au coup par coup. Il n'y a pas forcément d'uniformité. On ne décrète pas, par exemple, un niveau minimal de connaissances. Et puis surtout, on prend qui on trouve. L'enseignement, on a le même problème aujourd'hui. L'enseignement n'attire pas les foules. C'est un métier qui est souvent mal rémunéré. Donc là, il va falloir vraiment attendre alors la révolution va essayer de faire quelque chose, mais il faudra vraiment attendre le 19e siècle pour qu'on ait un salaire fixe qui soit fixé en deçà duquel on ne puisse pas descendre. Jusqu'alors, les rémunérations des enseignants sont à la fois aléatoires et précaires. Donc elles ne sont pas mensualisées, elles sont faites parfois en nature. Donc il y a toute une partie de la rémunération qui est soumise au bon vouloir des parents et qui peut se faire en partie en nature. Donc forcément, ça n'attire pas une population toujours très triée et ça attire parfois aussi ceux qui ne peuvent pas faire autre chose. Donc beaucoup de gens dont on va mettre en avant les infirmités. Par exemple, des gens qui vont être manchots, qui vont être unijambistes, qui donc ne peuvent pas travailler dans les champs, ne peuvent pas travailler manuellement et qui ont un savoir minimal qui leur permet d'enseigner. On n'a pas non plus de lieu spécifique. Quand on demande aux prêtres, par exemple, de tenir école, généralement ils tiennent école chez eux. Donc c'est au domicile même du maître qu'est l'école. Alors quand ce domicile est le domicile d'un prêtre, ça peut tout à fait aller puisque les prêtres vont être logés. Ils vont être financés par l'Église. Mais quand le domicile est celui d'un maître privé, ça devient beaucoup plus compliqué. On a des récits très truculents, très pittoresques de séances d'enseignement qui se font chez le maître avec sa femme, ses enfants à côté. Tout ça se passe dans la salle commune. On a quelque chose de très, qui est à des millions d'années-lumière de ce que l'on vit aujourd'hui et de ce qui va se mettre en place après. Donc les situations sont très diverses parce que un monastère qui ouvre une école va avoir à la fois des locaux dédiés, va avoir des maîtres dédiés, alors que quand c'est une simple petite municipalité qui ouvre une école, personne finalement ne veut financer. Donc le maître va souvent tirer le diable par la queue, va faire ce qu'il peut et on voit aussi que son statut est précaire puisqu'il ne signe pas de contrat définitif. On peut le révoquer à n'importe quel moment, soit parce qu'on n'est pas satisfait de ses services, mais soit aussi parce qu'on ne peut plus le payer, par exemple. Quand est-ce qu'apparaissent les écoles de maîtres ? Les écoles de maîtres en tant que telles, alors tout dépend de ce qu'on appelle école de maîtres. Les écoles de maîtres telles qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est 1810, sont les premières écoles normales. Mais auparavant, il y aura des écoles pour les maîtres, par exemple dans les congrégations. Dans les congrégations, on va former des enseignants. Donc ça va être une des innovations justement de Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Il va avoir l'idée que on ne s'improvise pas enseignant, qu'il y a des techniques qui peuvent être mises en place, que le talent ne suffit pas, que la vocation ne suffit pas, et qu'on doit former des enseignants. Donc on va avoir des congrégations chez les jésuites, chez les frères des écoles chrétiennes, on va avoir une formation qui va être dispensée pour les enseignants. Donc ça dès le 16e, 17e siècle, 16e pour les jésuites, 17e pour les frères des écoles chrétiennes, mais ça reste au sein de la congrégation et pour les membres de la congrégation. Alors Virginie Subias-Konofel, on arrive peu à peu à la fin de cette émission. Vous avez un dernier chapitre qui est un chapitre absolument essentiel sur le contenu des enseignements et la réflexion pédagogique, parce que si on regarde les 4 derniers siècles, on s'aperçoit qu'il y a 2 visions de l'enseignement qui s'opposent. Je pense qu'il y en a plus de 2. Alors, quelles sont les 2 visions que vous identifiez très précisément ? Celle que décrit par exemple Bellamy dans Les Déshérités. Il y a à la fois une vision, j'allais dire, l'idée que la transmission d'une culture commune formaterait l'individu. C'est une vision que l'on peut avoir de l'enseignement avant. Or, ce n'est pas du tout le cas. Cette liberté dont vous parliez tout à l'heure dans l'enseignement. Il ne s'agit pas de formater un individu. Non, il ne s'agit pas de formater un individu. Effectivement, dans l'éducation, je pense que quand même la plupart des éducateurs, même quand ils se trompent, même quand on n'est pas d'accord avec eux, sont bien intentionnés.
et que toutes les idéologies éducatives qui s'opposent, qui s'affrontent même souvent assez violemment, visent ce qu'elles considèrent comme un bien. Le problème, c'est la définition de ce bien, et puis la définition des moyens qu'on utilise pour y accéder. Il y a par exemple chez les pédagogues modernes un problème vis-à-vis de la transmission de la culture, parce que cette culture est vue comme un archaïsme, est vue comme quelque chose d'arbitraire, comme un choix arbitraire fait par les siècles et fait par une classe dirigeante qui transmettrait ses propres valeurs. Donc c'est toutes les théories de Mérieux, de Dubay sur la remise en cause de la culture générale comme étant en réalité la culture des maîtres, la culture des bourgeois, la culture des dominants, et comme étant un marqueur social et plus un art libéral, justement plus un outil privilégié de formation de l'individu et de libération de l'individu. Donc je pense que tout le monde vise ce qu'il considère comme un bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme à toutes les époques, on n'a jamais été d'accord sur la définition de cet homme qui doit naître de l'éducation, sur ce bien qu'on vise. Mais précisément, alors d'abord j'ai été très étonné de voir que Diderot, dans votre livre, prônait le remplacement des lettres à leur discipline maîtresse de tout enseignement par les sciences. Ça m'a surpris. Mais au fond, ce que vous soulignez, c'est que l'éducation, en tous les cas, c'est votre parti, c'est le parti que vous prenez. L'éducation est liée à la fois à la philosophie, à la fois à la politique, dans le sens noble du terme, la cité, la création de la cité, mais aussi la spiritualité. Et cette spiritualité, elle nous revient, si je puis me permettre, les auditeurs me pardonneront, en pleine face, parce que le fait religieux, le fait spirituel, revient en grande pompe en ce XXIe siècle. Oui, et on a fait semblant de l'évacuer de l'enseignement. On a essayé de chasser la spiritualité de l'école. Elle était au centre de la formation de l'individu. L'école, la formation scolaire a été très longtemps tournée vers le salut. On ne formait pas un humain pour sa vie terrestre, on ne le formait pas pour qu'il soit utile aux autres, et on ne le formait pas seulement pour qu'il soit libre, on le formait aussi pour qu'il ait les moyens d'assurer son salut, le salut de son âme. Et donc ça a été très longtemps l'horizon de l'éducation. En fait, quand on éduque un enfant, on marche avec lui. C'est un itinéraire. On prend l'enfant par la main, le maître prend l'enfant par la main et l'emmène sur un chemin. Le problème, c'est qu'il faut que le maître sache où il va, vers quoi il se dirige. Donc pendant très longtemps, l'horizon final, ultime, c'était quand même la vie éternelle, c'était le salut de l'âme. C'est encore présent chez Guizot, c'est encore présent au XIXe siècle, cette idée que l'humain tend vers quelque chose qui le dépasse et se dirige vers ça par son éducation. À la fin du XIXe siècle, on a supprimé ça. Ce sont les lois Ferry qui ont instauré la laïcité. Le problème, c'est que pourquoi ces lois ont fonctionné? Pourquoi en fait l'école de la Troisième République a fonctionné? Parce qu'on a réussi à remplacer la mystique spirituelle par la morale, par la notion de patrie en fait, par le patriotisme. Donc on a donné quand même un horizon à l'école. Il y avait cette vision très idéalisée d'une nation qu'on allait concourir ensemble à former. Le problème, c'est que cette foi en la nation, elle s'est effondrée avec la Seconde Guerre mondiale. Et on nous dit souvent que ce sont les méthodes pédagogiques nouvelles qui ont fait s'effondrer l'école. Moi, je pense que ça ne suffit pas, parce qu'on se rend compte que pédagogiquement, on a tâtonné pendant des siècles et que ça n'a pas empêché finalement la transmission de se faire et ça n'a pas empêché l'école de prospérer. Ça ne suffit pas. Ce qui manque aujourd'hui à l'école, c'est un horizon. En fait, on ne sait plus pourquoi on envoie les enfants à l'école, on ne sait plus pourquoi on les confie à des maîtres, on ne sait pas ce que pensent les maîtres à qui on confie nos enfants. Donc, on a un problème d'horizon, de finalité de l'école. On vous répondra qu'il s'agit de vivre ensemble. Oui, et ça ne suffit pas. Voilà, parce que finalement, pour vivre ensemble, on n'a pas besoin d'apprendre ce qu'est une fonction affine, on n'a pas besoin de faire de la botanique, on n'a pas besoin de connaître l'anglais ou d'apprendre la littérature. C'est très minimal ce qu'il faut comme règle pour finalement vivre ensemble de façon à peu près apaisée. Et on se rend bien compte que aujourd'hui il y a une espèce de creux, de manque, de vide, et ce vide il n'est pas au niveau des contenus
à transmettre. Ça, c'est un épiphénomène. Il n'est pas au niveau des méthodes pédagogiques. Ça aussi, c'est un débat secondaire. Il est au niveau de la finalité de l'école. C'est là-dessus qu'on n'ose plus aller. C'est sur ce débat-là, sur ce terrain qu'on n'ose plus aller, alors que c'est le terrain central. Et que c'est un terrain sur lequel on va rencontrer effectivement la question spirituelle. Merci beaucoup Virginie Subias-Konofal. Donc histoire incorrecte de l'école de l'Ancien Régime à aujourd'hui, mais on aurait pu très bien intituler votre livre des premiers siècles, hein, parce que nous avons évoqué aussi l'école antique, et je renvoie nos auditeurs entre autres à cette merveilleuse conclusion de votre ouvrage. J'en ai fait mon introduction donc sur le mot grec skolé. École étymologiquement signifie loisir, et le maître mot, je pense, de votre ouvrage, c'est liberté. La liberté, oui. Pour reconquérir. Merci beaucoup. Donc histoire incorrecte de l'école de l'Ancien Régime à aujourd'hui aux éditions du Rocher. Je remercie Georges qui était à la technique, et je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.